Doit-on parler de guerre ou simplement de bras de fer entre les États-Unis, plus précisément Donald Trump et l'Union européenne? Pour mémoire, l'administration américaine impose dès ce vendredi des taxes de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. L'Europe s'apprête à répliquer. Avant d'en parler avec nos invités, le rappel des faits, les chiffres, c'est important. Hubert Koster. C'est par la voix du président de la Commission européenne que l'UE a répondu dès hier aux décisions américaines. C'est un mauvais jour pour le commerce mondial, mais nous allons annoncer des mesures de taxation équivalentes. Ce qu'ils font, nous pouvons aussi le faire. Taxer en retour des produits très ciblés provenant le plus souvent des États du Midwest américain, ceux qui ont voté le plus largement pour Donald Trump. L'acier est le premier visé, acier laminé, fils, portes et fenêtres et acier inoxydable produits aux États-Unis, mais aussi des marques emblématiques américaines, les motos Harley-Davidson ainsi que les jeans Levi's. Production agricole également, jus d'orange, cigarettes et tabac à rouler, mais aussi maïs et bourbon. Un dernier débat entre États membres de l'Union devrait valider prochainement cette liste. Les États-Unis taxent près de 6,5 milliards d'euros d'acier et d'aluminium. La liste européenne représente pour l'instant moins de 3 milliards d'euros d'importation. Un chiffre mesuré selon la Commission qui tient à ce que les règles de l'OMC soient respectées. Alors avec nous en plateau, Isabelle Gounin et Frédéric Delpech, mais aussi Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, élu des Français de l'étranger, du Benelux plus précisément, et vous suivez ces affaires de près. On se posait la question, c'est une guerre ou c'est simplement un bras de fer? Parce que certains disent, ça rappelle franchement 2002, l'administration Bush avait pris quasiment les mêmes mesures, ça avait duré 18 mois, puis au bout de 18 mois, allez hop, chacun revient sur ses positions. Effectivement, le président Bush à l'époque avait pris les mêmes mesures et s'était rendu compte très rapidement que c'était absolument inefficace et donc il était revenu dessus au bout de 18 mois. Et ce qui est en train de se passer en ce moment avec la décision de Donald Trump pourrait peut-être dans quelques temps aboutir à la même chose lorsque les élections de mi-mandat qui arrivent aux États-Unis à l'automne prochain seront passées. Parce que quand Donald Trump prend une décision comme celle-ci, il y a évidemment beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments internationaux que l'on peut mettre dans la balance, mais il y a aussi et surtout une dimension nationale. Lorsqu'il prend cette décision, il s'adresse à ses électeurs, il s'adresse à sa base et il parle à celles et ceux qui ont voté pour lui. Et c'est pour ça que les mesures de rétorsion, si on peut les appeler ainsi, que prendront les Européens, s'adresseront à des produits qui peuvent être, pour certains, produits dans les États où les électeurs de Donald Trump se trouvent. Nous verrons ce qu'il adviendra, mais en tout cas, effectivement, on rentre dans une période d'instabilité. Le mot de guerre est fort parce que c'est connoté de beaucoup de choses. Le mot de bras de fer est peut-être plus adéquat si l'on estime que c'est quelque chose de temporaire, mais en tout cas, on entre dans une période d'instabilité très forte. Vous vous attendiez à ce que Donald Trump aille jusqu'au bout, avec ses alliés quand même? Mais il est critiqué au sein même des Républicains dans son parti. Bien sûr, mais vous savez, Donald Trump, depuis le début de son mandat, on pense qu'il ne va pas aller au bout des choses. Et puis, sur chaque décision qu'il a annoncée pendant la campagne, il va jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus feindre la surprise. Cette histoire de guerre commerciale ou de bras de fer commercial entre les Européens et les Américains, ça fait maintenant près d'un an qu'on en discute. Et donc, Donald Trump est allé au bout de sa logique et désormais, à l'instant, je crois juste avant que nous rentrions sur ce plateau, la commissaire européenne en charge du dossier a annoncé que les Européens porter plainte devant l'OMC. Donc maintenant, les Européens s'organisent pour répondre. Alors on va s'intéresser, cela dit, Trump c'est un politique qui tient ses promesses. Hein, c'est le nouveau monde aussi, lui. Bah, écoute, non, c'est pas le nouveau monde, c'est un monde qui est très différent du nôtre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'il a dit. Isabelle Gounin, on va s'intéresser à ces produits produits américains, qui pourraient éventuellement donc être taxés quand on les importe dans l'Union européenne. Il s'agit de quoi? Là, c'est pas l'aluminium. On parle de beaucoup de choses. Pour l'instant, c'est encore pas énorme comme, on va dire, mesure de rétorsion. On parle du jus d'orange, on parle du beurre de cacahuète, on parle de certaines motos, là, les fameuses Harley-Davidson. Voilà, donc on parle des jeans également, effectivement. Bon, bourbon, le bourbon, effectivement, voilà, il y a ça aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est sûr, c'est que Donald Trump, là, il veut tenir ses promesses. On l'a dit, il veut répondre à toute cette casse américaine qui a subi finalement les effets de la désindustrialisation. Donc là-dessus, effectivement, donc dans un premier
premier temps, ça pourrait provoquer quoi finalement? Ça va faire une hausse de l'inflation, cette barrière douanière mise en place, peut-être une hausse des salaires, mais finalement ça va isoler encore plus les États-Unis, ça risque de provoquer de la surchauffe, donc au total peut-être de remettre aussi en cause la croissance. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'implications dans une décision comme celle-là. Ça remet en cause toutes les règles de libre-échange. Pour Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un vrai affront, parce que c'est contre tout ce qu'il a prôné jusqu'à présent. Donc c'est quand même une décision qui a de l'importance. Même si pour l'instant, les montants sont quand même minimes. On parle de choses, 2 pas milliards non plus. 8, ouais. Voilà, c'est pas encore énorme. Frédéric, ça ouvre une grande phase d'instabilité, c'est ce qu'on disait économiquement et politiquement. Alors on va peut-être attendre de voir parce qu'on annonce souvent le pire des catastrophes lorsqu'il se passe quelque chose. Prochain, on l'avait vu avec le Brexit et puis après, au final, on voit les choses se réduire un peu. On va quand même rappeler les chiffres, c'est quand même pas des montants énormes, ça concerne pas beaucoup d'exportations pour l'Europe. Les exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis, c'est 1% des exportations françaises, l'acier vers les États-Unis, 1,5% des exportations européennes. Donc les montants sont assez faibles et c'est d'ailleurs pour ça que les mesures de rétorsion sont finalement aussi plutôt symboliques qu'importantes. On parle pas c'est pas des milliards et des milliards d'euros qui sont concernés. Et donc c'est plutôt l'avenir à la fois des relations commerciales, de l'OMC même. On a entendu Emmanuel Macron il y a 3 jours plaider peut-être pour une réforme de l'OMC. Et puis c'est aussi l'avenir des relations transatlantiques. Donc on le voit, il y a des enjeux géostratégiques au-delà même de cette question de l'acier et de l'aluminium pour le futur, notamment la confiance vis-à-vis des États-Unis. Mais on a un peu le sentiment là que dans cette affaire, Donald Trump se sert des Européens pour essayer de tordre le bras à la Chine, parce qu'en réalité, c'est véritablement la Chine qui est dans l'œil du cyclone par rapport aux États-Unis. C'est la Chine que Donald Trump essaye de faire plier pour qu'elle renonce à une partie de ses énormes exportations d'acier et d'aluminium. Et donc l'Europe paye un peu les pots cassés et se trouve un peu au milieu. Donc guerre, c'est un peu trop tôt pour en parler sans doute. En tout cas, une période de forte tension, oui. Disons que là, l'Europe se trouve un peu en arbitre finalement entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ce rôle-là qu'elle joue. Et puis c'est aussi l'Allemagne quand même qui est visée, puisque ce que Trump ne supporte plus, c'est donc toutes ces voitures allemandes. Donc il y a aussi l'Allemagne. On a vu avec les relations avec Angela Merkel qui se sont quand même refroidies en ce moment entre Donald Trump et Angela Merkel. Il y a plus de BMW à New York que de Chevrolet dans les rues de Berlin. C'est ce qu'a dit Trump. On va revenir sur cet aspect des choses. Il y a l'aspect politique. Décision illégale et erronée. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On l'écoute et puis on réagit. Cette décision, je vous le confirme, je l'ai dit hier devant le négociateur américain, cette décision n'est pas conforme au droit commercial international auquel et les États-Unis et la France et l'Europe ont souscrit. Donc elle est illégale. C'est pour ça que, comme elle est illégale, nous allons porter les recours et nous allons apporter des réponses. Et je souhaite que, de ma part, la Commission puisse, dans les prochaines semaines, d'une part, apporter les réponses qui conviennent dans le cadre du droit international, porter les démarches qui conviennent auprès de l'Organisation mondiale du commerce et que les États-Unis d'Amérique reviennent à une position plus conforme à l'attitude qui devrait être la leur entre alliés. Alors, il y a l'aspect juridique, parce qu'on va rappeler quand même que les États-Unis s'appuient sur des textes juridiques pour appliquer ces taxes, mais il y a aussi l'aspect politique. Est-ce que ce n'est pas un nouveau revers pour Emmanuel Macron vis-à-vis de Donald Trump? Il y a eu l'Iran, et puis là, maintenant, il y a le commerce. Mais non, ce n'est pas un revers du président français, c'est plutôt le symbole de la désunion des Européens et de l'inachèvement de l'Union européenne sous sa forme politique. Oui, mais Emmanuel Macron était tout seul à la Maison-Blanche. Oui, mais parce qu'Emmanuel Macron, il occupe l'espace de celles et ceux qui ont déserté cet espace politique en Europe depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays, d'ailleurs les plus grands pays de l'Union européenne, que sont le Royaume-Uni qui s'en va, les Allemands qui ont une coalition affaiblie, l'Italie qui est en crise, les Espagnols qui vivent une autre crise, les Polonais qui ont un régime autoritaire, une démocratie illibérale. Et donc, dans ce chaos politique européen, effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui porte la voix de l'Europe. Alors c'est peut-être encore pire, s'il y a un revers. C'est peut-être encore pire, parce que là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il parle au nom de tous les autres. Et puis là, c'est un revers, donc il se prend ça plein fouet pour tous les autres, y compris la France. Il s'affirme comme celui qui aujourd'hui a le leadership politique en Europe parce que les autres ne sont pas en capacité de le faire. Mais pour le moment, c'est effectivement difficile parce que l'Europe est traversée par une multitude de crises que j'évoquais à l'instant, dont on pourrait discuter longuement et qui rendent l'Europe, vue de l'extérieur, comme étant faible. Les Américains se disent les Européens sont désunis, les Chinois se disent
les Européens, en fin de compte, leur économie ne va pas très bien, nous pouvons avancer nos pions avec leur route de la soie, etc. Et donc, on se rend bien compte que le système international, le système politique, économique, tel que nous le connaissions depuis la Seconde Guerre mondiale et plus récemment depuis la fin de la guerre froide, est complètement remis en cause. Le multilatéralisme tel qu'il existait est presque terminé. Et donc, Emmanuel Macron se pose en garant de cet ordre multilatéral. Et effectivement, ça appelle une réponse forte des Européens. Tout ça, ça ne va pas renforcer les patriotes, nationalistes, selon le camp dans lequel on se trouve. Est-ce que ça n'apporte pas de l'eau au moulin à ceux qui disent un petit peu de protectionnisme intelligent, un peu de frontières, ça ne fait pas de mal? En tout cas, c'est le discours de Donald Trump, très clairement. Effectivement, il s'appuie sur cet argument du patriotisme et du protectionnisme américain pour défendre ses industries et pour essayer, dit-il, d'augmenter les perspectives d'emploi pour ces bassins miniers et ces bassins parce que ça touche notamment ces exportations d'acier et d'aluminium. Ça vise à renforcer, bien évidemment, les fabricants automobiles aux États-Unis qui connaissent des temps difficiles. Et donc, pour Donald Trump, effectivement, c'est la défense d'un protectionnisme. Alors quand on... pour l'Europe, pour l'Europe, oui, sauf que l'Europe fonctionne tout à fait différemment puisqu'il y a quand même une Union européenne et que chaque État ne peut pas s'affranchir des règles de l'Union et imposer des barrières douanières aussi facilement. C'est beaucoup plus complexe en Europe. Mais c'est vrai que ça peut favoriser en tout cas les discours protectionnistes et on l'a vu d'ailleurs dans la campagne de 2017 en France, puisque que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen avaient tous les deux des discours très protectionnistes sur le plan économique. Mais donc ça bien évidemment, en ce moment. Oui, ça peut ça se voit en Italie. Mais c'est le discours que portent Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou tous les populistes d'extrême droite et de gauche que l'on retrouve partout en Europe est une mauvaise appréciation parce que c'est justement la désunion des Européens qui permet à des puissances extérieures de définir les règles qui seront les nôtres demain et d'imposer des choses aux Européens. Si les Européens étaient unis, nous pourrions nous défendre collectivement face à des menaces ou à des guerres commerciales imposées par d'autres. Mais cette faiblesse de l'Union européenne, c'est comme la fiscalité, chacun a ses propres intérêts. La faiblesse du continent européen. Mais là, c'est pas un rêve. Ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que c'est pas du rêve? C'est pas un rêve, c'est une nécessité. Oui, mais c'est une nécessité. On peut terminer le projet. Regardez la fiscalité, c'est pareil. Chacun voit midi à sa porte. C'est qu'on termine le projet européen, que chacun retourne dans son État membre. Et demain, ce seront les Américains, les Chinois, après-demain, les Sud-Américains, un jour les Africains, qui décideront les standards, les règles communes que nous aurons sur le continent européen. Et il n'y aura plus les préférences collectives qui seront les nôtres seront balayées. Mais si vous prenez l'exemple de cette question très précise aujourd'hui, de cette guerre commerciale déclenchée par les Américains sur l'acier et l'aluminium, vous savez très bien que le plus gros exportateur, c'est l'Allemagne d'acier et d'aluminium vers les États-Unis, et donc très concerné. En revanche, il y a des pays européens qui ne sont absolument pas concernés par ces barrières douanières, par cette augmentation des barrières douanières, et qui finalement, eux, jouent aux abonnés absents. Donc bien évidemment, les intérêts sont très divergents entre les Européens sur cette question, notamment de l'acier et de l'aluminium. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais de toute façon, cette guerre commerciale, elle prouve quand même que le pouvoir de Trump se renforce, et notamment, on l'a vu aussi avec la question iranienne. Aujourd'hui, s'il y a, donc avec le détroit d'Ormuz, s'il y avait, par exemple, plus de possibilité d'acheminer le pétrole ou quoi, ça profite évidemment au pétrole américain, donc au gaz de schiste. Et ça, voilà, donc c'est encore une fois la façon d'affirmer sa prééminence. Bon, on n'en est qu'au début. A priori, on s'achemine plutôt vers un bras de fer plutôt qu'une guerre commerciale, si on a suivi vos explications. Merci à vous tous d'être venus. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. On s'intéressera aux obsèques de Serge Dassault. Il sera à 16h.